Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mémoire lieu de savoir. Archives congolaises. En attendant la renaissance du livre au Congo-Kinshasa, cette collection s'efforce de contribuer à une meilleure connaissance de ces formes de savoir que construisent les mémoires urbaines partagées à l'échelle du pays. En République démocratique du Congo rez-de-chaussée comme dans l'ex-Zaïre, les savoirs pratiques, inlassablement remis à jour par une mémoire que la rumeur irrigue, guident les actions de la population ainsi que les décisions des acteurs politiques. Au cœur de la tourmente qui secoue un pays de fond en comble, c'est la mémoire qui suggère comment établir une relation significative entre l'événement qui vient de se produire et ce que le souvenir rappelle alors à l'attention des acteurs sociaux. La mémoire, une temporalité, un espace, des lieux de mémoire qu'ont en commun les mémoires urbaines, propose une continuité qui semble actuellement plus crédible que celle enseignée hier par l'histoire. Congo, Zaïre et Rwanda. Brève rétrospective 1990 à 1997. 24 avril 1990. Discours inattendu du président dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko décrétant l'ouverture démocratique dans son pays. Fin mai 1990. Tenue à La Baule, France, du sommet franco-africain traditionnel réunissant les dictateurs africains autour du président français d'alors, le socialiste Mitterrand, qui leur dit de façon lapidaire « Sans démocratie, pas d'argent ». Soit, n'attendez pas d'argent de Paris ni de Bruxelles si vous ne démocratisez pas. Le président dictateur rwandais Habyarimana, un bon ami de la France comme Mobutu, devra s'y plier lui aussi. Le 1er octobre 1990, le président ougandais Museveni se débarrasse des réfugiés Tutsis rwandaises intégrés au plus haut niveau dans l'UPDF, son armée et dans sa sécurité, en les infiltrant au Rwanda frontalier qu'ils espèrent reconquérir par les armes. Octobre 1990. Mobutu envoie ses forces armées zaïroises FAZ aux côtés des forces armées rwandaises phares d'Habyarimana combattre cette incursion de l'armée patriotique rwandaise APR, bras armé des réfugiés Tutsis et opposants Hutus regroupés dans le Front patriotique rwandais FPR. 1990 à 1994. Invoquant les accords de défense signés avec le Rwanda, la France prend part directement à la guerre entre Rwandais. 1991 à 1993. À Kinshasa, Zaïre, se tient la conférence nationale souveraine CNS dont sont exclus les rwandophones taxés d'allogènes étrangers. La xénophobie anti-rwandophone, de plus en plus anti-Tutsi, règne au Kivu et au Katanga depuis les années 1980, instrumentalisée et exacerbée notamment par les dignitaires de feu le parti unique mobutiste MPR en vue des futures élections générales démocratiques, réclamées par la CNS et par une communauté internationale, soudain pressée de se débarrasser des dictatures africaines. Pointer les différences d'origine, de culture, de richesse, de posture politique entre les populations du Zaïre est une bonne façon pour le régime mobutiste de les diviser et d'engranger des voix pour continuer à régner. Pour ces mêmes raisons électoralistes, en 1992 à 1993, la province méridionale zaïroise du Shaba-Katanga connaît un conflit ethnique sanglant entre autochtones originaires, autoproclamés et allogènes kasaïens, soldé par des dizaines de milliers de victimes et des centaines de milliers de fugitifs déguerpis au Kasaï voisin. Fin janvier 1993 à Kinshasa, premier pillage massif des phases impayées. 1 millier de tués, destruction des infrastructures économiques et fuite des Européens. Au Nord Kivu, affrontements meurtriers, plus 3000 tués téléguidés par les politiciens de Kinshasa entre rwandophones, Hutus plus Tutsis et milices ethniques locales, Houndé plus Nyanga plus Tembo. Les commerçants NANDE accent aigu du Nord récupèrent les troupeaux des Tutsis chassés, tandis que la division spéciale présidentielle de Mobutu rétablit le calme. Octobre 1993. Création du nouveau Zaïre NZ égale 3 millions d'anciens Zaïras, 10 millions AS égale 1 euro. Très vite, la dépréciation de la nouvelle monnaie devient quotidienne. 6 avril 1994. L'avion présidentiel du président Hutu Habyarimana est abattu sur Kigali, à son retour de Tanzanie où ont eu lieu d'ultimes négociations de paix pour un cessez-le-feu avec le Front patriotique rwandais FPR du général Tutsi Paul Kagame. Il y meurt, ainsi que son invité de voyage le président Hutu récemment élu au Burundi voisin et tout l'équipage français de l'avion.
Le génocide des Tutsis démarre aussitôt à Kigali et au Rwanda, orchestré par l'Akazu, la cellule familiale présidentielle élargie aux chefs militaires et civils du gouvernement rwandais hutiste. Les forces armées rwandaises phares ainsi que les milices hutistes Interahamwe font le boulot. Le massacre systématique de tous les Tutsis et des Hutus dits modérés, opposés aux hutistes. Le génocide des Tutsis avec le massacre sélectif de Hutus, 800 000 tués, durera jusqu'en juillet 1994, date de la prise de Kigali par l'APR. Les phares plus Interahamwe avec le nouveau gouvernement intérimaire génocidaire se replient vers la frontière zaïroise. Mobutu accorde à Paris l'usage du Kivu comme base arrière de l'opération française de sauvetage militaro-humanitaire, dite turquoise. 1 million de civils Hutus rwandais sont entraînés dans cette fuite désordonnée, pour servir de paravent tant aux phares vaincus qu'à la turquoise. Tous les fugitifs deviennent illicaux, les nouveaux réfugiés rwandais protégés par l'ONU via le Haut-Commissariat pour les réfugiés UNHCR. Hébergés, alimentés, soignés dans des camps installés aux portes du Rwanda. Phares et Interahamwe, toujours armés, n'auront plus qu'à reprendre du service en s'infiltrant chaque nuit au pays des 1000 collines, pour y terminer le boulot. Il faut noter que depuis 1990, l'ONU a été avertie du crime d'État, massacre des opposants puis génocide des Tutsis, que préparait le régime Habyarimana. Aiguillonnés par les humanitaires et les droits de l'homme locaux et étrangers œuvrant dans tout le Rwanda, les agents onusiens et diplomates occidentaux en poste à Kigali ont vu venir la bête immonde. De 1990 à 1994, ils ont averti, année après année, leur hiérarchie qui s'est abstenue d'intervenir auprès du dictateur. Quant à l'Égyptien Boutros Ghali, l'homme de la France, alors secrétaire général de l'ONU, et son responsable aux opérations militaires le Ghanéen Kofi Annan, ils ont retiré sans état d'âme les casques bleus devant l'orage qui éclatait. En 1995, le Masisi Nord Kivu est expurgé de ses derniers Banyarwanda Tutsis, cette fois par les phases secondées des milices ethniques locales plus les troupes bien plus motivées des Hutus zaïrois et réfugiés, ex-phares et supplétifs Interahamwe, sortis des camps de l'UNHCR. La plupart des rescapés Tutsis ont fui au Rwanda. Au sud Kivu, les plateaux des Mitumba et Litombwe sont parcourus par les milices ethniques armées, Vira, Fuliro, Bembe, pourchassant les Tutsis locaux autodénommés Banyamulenge et tuant leurs vaches. Les jeunes Tutsis, informés de la purification ethnique terminée au Nord Kivu, partent clandestinement au Rwanda pour y être entraînés dans l'APR majoritairement Tutsi. Ils en reviendront bientôt armés, décidés à se défendre jusqu'au bout. La rébellion, Banyamulenge est en gestation. Ultimatum de Kinshasa à tous les rwandophones, réfugiés ou non au Zaïre. Au 31 décembre 1995, ils devront sans exception avoir quitté le territoire national en y laissant leurs biens volés au peuple zaïrois. ONU et CICR Croix-Rouge Internationale s'opposent à l'application de ce décret, qui restera lettre morte. La première moitié de l'année 1996 voit l'émergence du projet militaire conçu à Kigali, monter ex nihilo une force armée de rebelles zaïrois anti-Mobutu sous le haut commandement de l'APR. Cette rébellion sera infiltrée goutte à goutte au Kivu où, le jour J, elle proclamera son but. Lutter contre l'épuration ethnique en protégeant les rescapés Tutsis au nord et surtout au sud du Kivu et sur la même lancée, faire tomber le régime mobutiste dans l'Est zaïrois puis poursuivre l'opération de libération nationale, si possible jusqu'au Maniema et au Katanga oriental où sont en péril d'autres Tutsis autodénommés Banyavyura. Le rôle de l'APR sera d'encadrer les troupes rebelles dans l'accomplissement de leurs tâches, après avoir détruit tous les camps de réfugiés et chassé les Hutus loin de la frontière rwandaise, vers l'ouest du Zaïre. Le chef d'état-major rwandais nommé pour ce nettoyage d'envergure est le jeune colonel Tutsi James Kabarebe. Il parraine la naissance du pseudo-parti politique zaïrois Alliance des peuples ADP, dirigé par Deogracia Bujera et Joseph Rubibi, regroupant les Tutsis Banyarwanda et Banyamulenge réfugiés au Rwanda. Au même moment, l'homme d'affaires véreux Laurent-Désiré Kabila, né au Nord-Katanga, résidant à Dar es Salaam, Tanzanie, est reçu à Kigali flanqué de son fils Joseph. Il a été recommandé comme « homme de main » au président rwandais Paul Kagame, par son vieil ami le président ougandais Museveni. LD Kabila est un revenant.
Avec le lumumbiste, Gaston Soumyalo, il a commandé la première rébellion des Simba Lions, de l'Est congolais, 1964 à 1970, contre le général Mobutu. À ce titre, dans son Maquis d'Itombwe, il a rencontré en 1965 l'internationaliste Che Guevara sorti de Cuba bien décidé à enflammer plusieurs Vietnam à la fois afin de provoquer la révolution des peuples du monde contre l'impérialisme. Che a vite jugé LD Kabila peu crédible en révolutionnaire, et ses recrues paysannes saturées de sorcellerie et de chanvre l'ont fait déguerpir du Congo, autant que les avions militaires belges qui le pilonnaient et les mercenaires blancs payés par le colonel Mobutu pour anéantir la rébellion. En 1996, depuis Kigali, LD Kabila doit remettre en scène son parti de la Révolution populaire PRP, disparu mi-1980, en faisant appel à ses anciens camarades zaïrois exilés de par le monde. À Kigali, Kabila rencontre un autre vieux chef militaire anti-Mobutu, le Kasaïen Kisei Zengandu, réfugié en Ouganda depuis les premières rébellions et patron du Conseil national de la résistance CNR, qui disposerait encore de combattants armés blottis dans les forêts du Grand Nord Kivu. Les deux anciens rebelles vont être présentés à la créature de James Kabarebe, le jeune sud-kivusien Masazu Nindaga, soldat de l'APR, qui est placé à la tête du tout neuf mouvement révolutionnaire de libération du Zaïre MRLZ. Les quatre partis, ADP de Débujera plus PRP de LD Kabila plus CNR de Kisei Zengandu plus MRLZ de Masazu Nindaga, vont être réunis par Kigali en un bouquet libérateur, à présenter au peuple zaïrois pour susciter son adhésion, sous le titre « Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL », dont le porte-parole sera l'ancien rebelle LD Kabila. Les combattants de l'AFDL, la future armée rebelle, seront infiltrés au Kivu avec leur commandant Tutsi rwandais. Septembre 1996 au Sud Kivu, à Bukavu, capitale provinciale, et Uvira, au bord du lac Tanganyika, des défilés unitaires, partis politiques MPR plus UDPS et société civile confondues, agressent les rares Banyamulenge restés en ville. Octobre 1996. Le Kivu est attaqué et devient la proie de combats intenses entre les phases mobutistes secondées par les ex-FAR et Interahamwe du feu président Hutu Habyarimana, et l'APR de son successeur Tutsi Paul Kagame qui a lancé dans la bataille les rebelles zaïrois. Kinshasa accuse le Rwanda post-génocide d'être à l'origine de la rébellion armée démarrée au Kivu, arguant que le conflit militaire rwandais entre vainqueurs Tutsi et vaincus Hutus a été transposé au Zaïre par la volonté de Kigali d'annexer le Grand Kivu pour se constituer, avec le Burundi voisin, en une république Hima-Tutsi, des volcans, avec la bénédiction et l'aide militaire de Londres et Washington. L'AFDL se proclame la future tombeuse de Mobutu. Dans une coalition, les pays frontaliers du Zaïre participent directement ou indirectement à cette opération menée tambour battant par le Rwanda. L'Ouganda, le Burundi, l'Angola notamment ont des comptes à régler avec Mobutu qui héberge depuis longtemps leurs opposants armés. Novembre 1996, les camps de réfugiés ont été pilonnés et démantelés, les Hutus éparpillés ou tués. Sous les caméras du monde entier, plus d'un demi-million s'en est retourné au Rwanda tandis que 200 000 autres, dont les militaires et milices génocidaires de 1994, se sont enfoncés à pied au nord et à l'ouest de l'immense Zaïre, traqués par l'APR vengeresse. La plupart vont disparaître happés par la forêt équatoriale, ou assassinés par l'APR. Kigali a réparti les tâches. À l'APR la traque des fugitifs Hutus militaires et civils, à l'AFDL l'affrontement avec les phases peu combatives, et avec les milices ethniques dites Maï-Maï, plus motivées, lesquelles se rallieront à la rébellion au gré d'alliances opportunistes ou circonstancielles. L'AFDL recrutera en masse les Kadogo petits, enfants et désœuvrés, partout où elle passera mais surtout dans l'Est, Kivu et le Sud, Maniema, Katanga, terre d'origine de ses chefs. Début 1997, Mobutu est absent de Kinshasa pour cause de cancer qu'il soigne en Suisse. Son armée est inopérante. La réplique militaire foudroyante, promise par son Premier ministre, reste lettre morte. Les politiciens se disputent déjà son trône jugé vacant. La coalition étrangère va en profiter pour envahir le géant Zaïre, qui s'est affaissé devant le nain Rwanda. Fin février 1997,
Destruction par l'APR du grand camp UNHCR de Tingi-Tingi, au sud de Kisangani, où sont regroupés depuis décembre 1996 les Hutus rescapés de la longue marche depuis le Kivu. Plus de 100 000 réfugiés se ruent vers Kisangani, mais fin mars, la ville s'ouvre aux rebelles. Les réfugiés rwandais refluent alors vers Obilo, où s'est érigé un nouveau camp UNHCR. Les moins affaiblis poursuivent leur course à travers la forêt équatoriale jusqu'à Mbandaka face au Congo-Brazza qu'ils tentent d'atteindre. Début avril 1997, chute de Mbuji-Mayi Kasai, la ville du diamant, suivie de Lubumbashi-Katanga, poumon industriel du pays, où s'installe aussitôt LD Kabila, devenu le patron autoproclamé de la FDL. Le Katanga est son fief natal, au contraire de Goma, le siège précédent de la FDL, où il était l'otage des Rwandais. Kabila pense s'affranchir ainsi de la tutelle de Kigali. Avril-mai 1997, une à une, les autres grandes villes du pays tombent sans résister en acclamant la FDL. Ce n'est que devant Kenge, le verrou de Kinshasa, que les phases combattront enfin, mais il est trop tard. Les soldats alliés de Kigali, angolais, zambiens, zimbabwéens, balaient la division spéciale présidentielle DSP de Mobutu qui doit négocier une paix précipitée avant que Kinshasa ne tombe. Début mai 1997, avec l'intervention du président Nelson Mandela, Mobutu rencontre LD Kabila sur le bateau sud-africain Utenika, au large de Pointe-Noire, Congo-Brazza. Le vieux léopard, revenu d'Europe très affaibli, refuse de céder sa place à Kabila qui la veut. 17 mai 1997, les troupes de la FDL entrent sans combattre dans Kinshasa infiltrées par ses espions. La foule soulagée les acclame. Défilé surprise des Kadogo du Kivu, enfants soldats de la FDL bottés et armés de Kalachnikov, ainsi que des militaires de l'impressionnante APR, dont l'allure Tutsi longiligne et martiale est jugée sans équivoque. Le pays a été vendu aux Rwandais. Depuis son fief Katangé à Lubumbashi, MZ vieux Kabila s'est déjà autoproclamé président du Congo, tandis que Mobutu s'est envolé la veille pour Guebadolite, puis pour le Togo puis le Maroc où il décédera en septembre 1997. Tandis que l'APR surgit partout pour continuer à tuer sans distinction les milliers de fugitifs Hutus armés ou désarmés, hommes, femmes, vieillards, enfants, bébés, les États occidentaux et l'ONU accusent les Banyamulenge de crimes contre l'humanité. Août 1997, l'ONU a menacé d'intervenir mais ce sera pour rapatrier par avion au Rwanda, de gré ou de force, 60 000 réfugiés regroupés en RD Congo, ex-Zaïre, en Centrafrique, au Gabon, au Congo-Brazza. Les récits qui suivent ont été recueillis à Kinshasa auprès de soldats AFDL dans la seconde partie de l'année 1997. La narration du fugitif rwandais des ex-FAR, a été recueillie à Kinshasa par son logeur zaïrois à la même époque, les titres de chapitres ont été ajoutés. L'éditrice MC. Un récit de soldats de l'AFDL, Alliance des forces démocratiques de libération du Congo. Recueilli en 1997. 1. Récit du soldat Caribou. Fin septembre début octobre 1997. Je réponds au nom de Caribou. Je suis de Goma et j'ai plus ou moins 19 ans. J'ai cessé d'étudier en 1992, au deuxième cycle d'orientation, à Goma. La vie était trop difficile pour mes parents qui n'avaient pas les moyens financiers de me scolariser. J'ai chômé pendant plus ou moins 5 ans. Je faisais autre chose. Je me débrouillais dans l'informel avec un petit commerce ambulant qui ne marchait pas, surtout à cause du dollar qui se surévaluait chaque jour. Moi je vendais en Zaïre monnaie qui se dévaluait. Or le prix des marchandises que j'achetais était en dollars convertis en Zaïre. La situation du dollar ne m'a pas facilité la tâche de continuer avec ce petit commerce. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la rue sans rien faire. J'ai vécu difficilement en 1992 à 1993. La situation s'empira davantage avec l'arrivée des réfugiés Hutus rwandais à Goma, tellement nombreux qu'il y eut une explosion démographique. Avec leur arrivée, les produits vivriers ont coûté très très cher dans une contrée où il n'y a pas d'argent. L'argent qui circulait provenait de la capitale Kinshasa. On avait l'habitude de vendre les récoltes de nos plantations.
patates douces, patates, légumes dont les choux et les haricots. Ces produits sont devenus rarissimes car les réfugiés ont occupé et même ravagé des terres cultivables. La famine a commencé à gagner Goma. Des maladies sont apparues en ville comme la tuberculose, le choléra. Donc je me trouvais dans une situation difficile à vivre. À la maison, on pouvait faire 4 à 5 jours sans allumer le brasero pour préparer la nourriture. Je me posais la question, est-ce moi seul qui endure cette situation ? Suis-je donc sur terre pour souffrir ainsi ? On accusait les Tutsis rwandais et les Banyamulenge d'être responsables de nos malheurs. C'est pourquoi au nord comme au sud Kivu, vous trouverez des milices privées bien armées qui défendent leurs terres, qu'ils s'appellent Bangilima ou Mayi Mayi. Il y a aussi les Banyamulenge. Les gens de mon village avaient aussi des armes pour se défendre, parce qu'il y a des conflits de terre entre nous et les Tutsis installés autour d'Uvira au sud Kivu comme au nord, sur les terres au-dessus de Goma. À Goma, j'étais donc devenu un gosse de la rue sans foyer. La guerre est venue à nous, moi et mes pareils. Ce sont des Tutsis Banyamulenge qui la menaient. Ils ont pris Bukavu et Goma et vite occupé toute la zone. Quand la guerre a commencé, c'était une affaire entre autochtones Mayi Mayi et Banyamulenge. Je vous dis pour la deuxième fois que pour comprendre les problèmes de chez moi, dans ma région, soit au nord Kivu ou au sud Kivu, il faut saisir d'abord la réalité de la terre et de ses occupants. Le Kivu est une région d'agriculture et d'élevage. Moi, par exemple, je suis Mushi. Nous sommes des agriculteurs en partie éleveurs mais nous pratiquons aussi la pêche. Les Tutsis sont des Rwandais venus occuper les collines de chez moi. Jadis, dans ces collines, on trouvait des gens de petite taille qu'on appelait pygmées ou mulenge. Ils vivaient de la cueillette et du ramassage. Ils venaient parfois dans nos villages chercher un emploi domestique. Les Tutsis ont envahi toutes les terres et collines où habitaient ces mulenge, terres qui étaient alors à moitié mises en valeur par des autochtones de chez moi. C'est pourquoi, en envahissant ces terres, les Tutsis, qui se sont surnommés Banyamulenge, ont attiré la foudre des habitants du Kivu. C'est pourquoi notre région était toujours en conflit. Chaque jour, il y avait des problèmes entre autochtones et Tutsis. Il y a eu des empoisonnements, des assassinats des deux côtés. En 1996, quand Mobutu a envoyé ses soldats pour combattre les Tutsis, les milices ethniques étaient déjà à l'œuvre depuis 1993 dans toute la partie orientale au nord et sud Kivu. C'est pourquoi je dis que la guerre opposait les Tutsis aux autochtones. Les réfugiés rwandais arrivés en 1994 à Goma, militaires et civils, étaient en grande partie des Hutus donc comme nous. Dès leur arrivée, les ex-forces armées rwandaises phares ont établi des camps d'entraînement militaires pour contre-attaquer au Rwanda, le régime du Front patriotique du Rwanda FPR Kagame qui les en avait délogés en juillet 1994. Ils étaient aidés en cela par la Division spéciale présidentielle, DSP, envoyée de Kinshasa par Mobutu. Donc vous comprendrez que chez moi, à Goma, c'était la confusion, la mort régnait. Du jamais vu jusque-là, une cinquantaine de cadavres par jour dans les camps des réfugiés Hutus et en ville. Dans cette situation, je sentais que mon espérance de vie serait courte et que d'un moment à l'autre, j'allais y passer. J'acceptais la mort car la vie pour moi n'avait aucun sens. Mobutu continuait à nous envoyer ces militaires qui nous malmenaient tant. Ils avaient beaucoup d'argent et vivaient mieux que nous les gens de Goma, c'est pourquoi je voulais être militaire. Aussitôt la guerre déclenchée, nous avons appris que c'était les Rwandais, l'armée du FPR appelée Armée patriotique du Rwanda APR, avec les Tutsis Banyamulenge qui combattaient Mobutu pour lui faire quitter le pouvoir. Puis les informations venues de Bukavu nous ont appris que même les autochtones du Kivu se sont entendus ensemble pour combattre Mobutu. Là est venu Kabila, qui est du Congo, du Nord Katanga. Kabila, à son tour, est devenu le chef des opérations. Après quelques jours, Goma est tombé. Les Rwandais étaient très bien armés. Moi, la guerre m'a trouvé dans la rue où je dormais devant la porte des magasins. J'avais eu l'information que Kabila avait des armes lourdes, qu'il cherchait des soldats pour aller combattre et qu'il payait bien en dollars. Sachant tout cela, je n'ai pas participé au pillage de la ville, d'autant plus que les pillards ont été exécutés sur le champ. J'ai vu comment les militaires de Kabila les ont tués sans hésiter.
J'ai vu un garçon qui a reçu une balle dans la tête parce qu'il portait un carton. L'armée de Mobutu était en débandade. Goma était entre les mains des rebelles, c'est ainsi qu'on surnommait les soldats de Kabila. Puis le chef Kabila est arrivé à Goma, où il a fait son meeting en plein air en demandant aux jeunes de se faire recruter dans son armée. C'est ainsi que je me suis fait enregistrer. Nous étions très nombreux. Chose incroyable, il y avait des tout-petits de 8 ans qui se sont fait enregistrer. C'étaient des enfants de la rue, chassés par leur famille pour cause de vol ou de sorcellerie. Durant les opérations de guerre à Goma, Bukavu, Kisangani, Kindu, Kalemie etc., nous étions dans le camp d'entraînement de Rutshuru. La FDL avait 2 camps d'entraînement, un camp au nord Kivu et un autre au sud Kivu. Moi j'étais donc dans le camp du nord Kivu. Il y avait des enfants entre 8 et 14 ans. Les autres recrutés avaient entre 16 et 27 ans. On était nombreux. Au camp, il y avait plusieurs activités que je répartirais en 3 catégories. Activités militaires, sociales et éducatives. Concernant la préparation militaire, on allait sur le champ de tir apprendre à manier le fusil. L'exercice durait jusqu'à 2 ou 3 heures, à des moments différents. Il y avait des exercices physiques et des sports de combat comme le karaté. On nous a ainsi appris à faire des katas militaires, armes en main. On courait beaucoup car après ce camp, nous allions beaucoup marcher, disaient nos chefs. Les activités sociales se faisaient surtout durant le repos. En groupe avec notre commandant, on pouvait préparer le repas, laver les habits. Concernant l'éducation, on apprenait que Mobutu est un assassin, un voleur qui a détruit le pays et nous a jetés dans la rue, que Tshisekedi, le patron de l'UDPS, le grand parti opposé à Mobutu, est un mobutiste et que tout mobutiste est un voleur, un assassin qu'il faut arrêter et tuer. Kabila est notre chef suprême. Nous devons le respecter parce qu'il veut libérer son peuple du joug du dictateur Mobutu. Chaque jour, on s'impatiente car on nous dit que nous allons aller à Kinshasa, qui est la meilleure des villes, pour y rester. Kinshasa est une très grande ville dépassant de loin Goma. À Kinshasa, nous aurons à boire et à manger, dans de belles maisons, avec des voitures et des belles femmes. Il faut coûte que nous prenions Kinshasa pour vivre enfin, que toute notre misère disparaisse. Voilà ce que l'on nous disait dans le camp d'entraînement de Rutshuru. Tous ces discours étaient quotidiens, et cela nourrissait nos ambitions. C'est pourquoi on se révoltait parfois en exigeant du commandant qu'il nous laisse partir pour Kinshasa. Au camp nous parvenaient les nouvelles d'amis soldats de la FDL, qui étaient entrés victorieusement dans des bourgs ou même des villes du Kivu. On nous disait qu'eux avaient réussi, et que leur vie allait changer du tout au tout. Alors, il faut que vous capturiez vous aussi Kinshasa. C'est ainsi qu'on nous chauffait. Lors de la prise de Kindu, capitale de la province du Maniema, voisine du Sud Kivu, et celle de Kamina, la grande base militaire des forces armées aéroises FAZ, nous étions toujours en entraînement. C'est après la prise de Mbuji-Mayi, capitale de la province du Kasai oriental, qu'on nous a ordonné d'être prêts à marcher sur Kinshasa. On nous a ordonné de nous charger du strict nécessaire, de ne pas tuer de civils, de ne pas prendre une femme, de ne pas boire la bière ni l'alcool et de ne plus nous laver, car c'est seulement en entrant dans Kinshasa que les rapports sexuels, la bonne nourriture et l'alcool nous seront autorisés, après que Kabila nous paye notre solde. C'est ainsi que nous étions montés dans l'avion à destination de Mbuji-Mayi, où nous arriverons peu après. Puis, on est resté à l'aéroport en attendant l'ordre de monter sur Kinshasa. Là, une partie des soldats de notre camp a été acheminée sur Kamina pour parfaire sa formation militaire. La plupart d'entre eux avaient un niveau d'études supérieur au nôtre. Moi, par exemple, je vous ai dit que j'ai fait peu d'études, à savoir 2e CO. À Mbuji-Mayi, on nous a associés à d'autres soldats présents, surtout des Angolais, des Ougandais et des Rwandais. Avec les Rwandais de l'APR, on pouvait mieux se comprendre grâce au Swahili car les autres parlaient en portugais ou en anglais. Nous avons commencé à marcher en partant donc de Mbuji-Mayi. On progressait de jour comme de nuit, avec de petits repos. Le commandant nous disait que nous devions nous dépêcher, parce qu'il fallait atteindre au plus vite Kinshasa. Quand il disait cela, nous on pensait que la capitale du pays était proche. Or on en était encore très très loin. Mais en cours de route,
Nous étions soulagés par l'accueil chaleureux de la population qui nous donnait à manger. Nous avons marché vers le nord de Mbuji-Mayi, sans passer par Kananga, la capitale de la province voisine du Kasaï occidental. Nous sommes arrivés jusqu'à la rivière Sankuru que nous avons longée, en pleine forêt équatoriale. Nous n'avons pas combattu ni tué. Nous étions préparés seulement à prendre Kinshasa. On arrivait dans des villages et des endroits déjà occupés par la FDL. Je me demandais même si c'était comme ça faire la guerre. Quand dois-je tirer pour tuer un mobutiste et lui reprendre tous les biens volés au peuple? On nous a divisés en 2 colonnes. L'une a longé la rivière Sankuru et l'autre a pris la route. En tout 3 ou 4 mois de marche. Lorsque nous sommes arrivés au Bandundu, la province du Bandundu, voisine de celle de Kinshasa, on nous a dit que la guerre était aux portes de Kenje et Kikwit. Mais on a poursuivi notre route pour entrer dans Kenje puis passer par Kikwit. Jusqu'à parvenir à Kinshasa. Ici, en arrivant, comme nous n'avions pas combattu, on m'a incorporé dans la police d'intervention militaire où je travaille actuellement. 2. Récit du soldat Nkulu Jean-Pierre. 4 octobre 1997 à Kinshasa. Je réponds au nom de Nkulu. Je te fais confiance parce que ta façon de parler le français et ton calme avec ton tempérament pacifique montrent que tu es sérieux, un intellectuel et un homme de Dieu et non un espion. Sinon je n'allais pas causer avec toi. En plus parce que tu parles le swahili et tu as grandi chez moi à Lubumbashi, donc tu es mon frère, c'est pourquoi je te fais confiance. Je vous ai dit que je suis du Shaba, mon père est Moulubakat et ma mère est de Kolwezi. J'ai grandi à Kolwezi. Actuellement, ma famille, c'est-à-dire mon père et ma mère sont à Likasi. Ils restent à Panda-Gékamine. J'ai plus ou moins 26 ans et mes autres frères et sœurs restent à Kolwezi. J'ai une grande sœur qui réside à M et des frères à Mutoshi. Moi, j'ai suivi mes parents à Likasi et je restais à Panda. Avec la crise, mes parents ne pouvaient plus supporter mes études. C'est ainsi que j'avais cessé d'étudier. Je me suis engagé dans le petit commerce, de l'informel qui ne produit pas. Je vendais surtout quelques produits de traite, biscuits, allumettes, bougies, bonbons, etc., mais qui n'étaient pas du tout rentables parce que le dollar se surévaluait toujours. J'en suis venu à abandonner les études à cause de la situation qui devenait de plus en plus difficile, intenable à vivre. J'avais commencé mes études à Kolwezi, mais c'est à Likasi que j'ai cessé d'étudier. Mon père est un ouvrier de la GCM. Général des carrières et des mines. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.